C'est notre nouvelle émission Histoire du sionisme et de l'État d'Israël. Elle vous est présentée, préparée par Ariel Danan. Ariel qui est directeur du département culturel et universitaire de l'Alliance israélite universelle. Ariel, bonjour. Bonjour Léa. Alors Ariel, de quoi allez-vous nous parler dans cette émission précisément ? Alors dans cette nouvelle émission, nous allons parler de la grande aventure du sionisme politique à partir du 19e siècle, et puis nous enchaînerons assez vite sur l'histoire de l'État d'Israël pour découvrir les grandes dates, les grands personnages de toute cette aventure du sionisme et de l'État d'Israël, et pour essayer de comprendre finalement qu'est-ce que représente cet État dans notre vie à nous, juifs de diaspora. Donc par exemple, dans les prochaines séances, nous allons parler de Ahad Ha'am, de Théodore Herzl, de Eliezer Ben Yehuda aussi, évidemment, et puis d'une période beaucoup plus récente également. Je ne sais pas, on pourrait citer évidemment David Ben Gurion, Yitzhak Rabin, tous ceux qui ont fait la grande aventure de l'État d'Israël, qui est une aventure à la fois politique, religieuse, sociale, économique, et qui fait notre fierté à tous. Mais en introduction à cette série d'émissions, j'aimerais rappeler quelque chose d'important. Jusqu'à la semaine dernière, je présentais une émission sur l'histoire de l'Alliance israélite universelle avec le grand historien Georges Bensoussan. Et Georges Bensoussan, en conclusion, expliquait que finalement, au XIXe siècle, il y a eu deux grandes aventures politiques juives qui ont marqué le peuple juif jusqu'à nos jours. C'est l'Alliance et c'est le sionisme, à des rangs avec des perspectives différentes, mais elles ont eu une importance considérable. Et donc, il est assez logique finalement de passer de l'Alliance au sionisme. Et aujourd'hui, pour cette première émission, j'aimerais combattre quelques idées reçues. Et la première d'entre elles, c'est qu'il y a toujours eu des Juifs en terre d'Israël. Nous le savons, en 70, après la destruction du second temple de Jérusalem, et encore plus avec la révolte de Bar Korba en 135, qui est atrocement détruite par les Romains, la quasi-totalité des Juifs ont quitté la terre d'Israël et se sont installés en diaspora. Mais il y a toujours eu une présence juive et des communautés juives qui ont prospéré en terre d'Israël. Oui, et à travers le temps, cette terre a conservé cette image de terre promise, entre guillemets, de terre protectrice. Finalement, la terre d'Israël a toujours conservé une place prédominante dans le cœur des Juifs. Bien sûr, pour toutes les générations qui ont grandi en diaspora, elles ont grandi dans ce que l'on appelle la galoute, l'exil. Il ne peut s'agir que d'une parenthèse avant une ère messianique et un retour vers la terre d'Israël. C'est comme cela que ça a toujours été considéré par le peuple juif. Et je vous donnerai quelques exemples tirés de la liturgie, par exemple. Quand nous prions, nous nous tournons vers Jérusalem. Dans le Birkat Hamazon, dans la prière après le repas, dans la Hamida que nous récitons 3 fois par jour, il est dit « Rebâtis Jérusalem, la ville sainte, rapidement de notre temps ». C'est ce que nous demandons tous les jours à Dieu et c'est ce que tous nos ancêtres ont demandé depuis la destruction du temple. Évidemment, le soir du Seder, le soir de Pessah, nous prions l'an prochain à Jérusalem. Et tous les poètes, les rabbins qui ont composé, qui ont écrit, ont toujours parlé de Jérusalem et de la terre d'Israël. Alors je ne vous en citerai qu'un seul, mais on pourrait en citer des centaines. Rabbi Yehuda Halevi, le grand poète juif espagnol du XIIe siècle, écrit « Libi bemizrach va'ani besof ma'arav » « Mon cœur est à l'est, c'est-à-dire vers Jérusalem, et je suis à l'extrémité de l'Occident, c'est-à-dire en Espagne. » Et il écrit dans ce fameux poème « Il serait facile pour moi de quitter toutes les richesses de l'Espagne, comme il est précieux pour moi avoir la poussière du sanctuaire désolé de Tzion. Tu es anxieuse des nouvelles de tes captifs. Tzion, tu es sans doute inquiète des nouvelles de tes captifs. Il demande après toi ceux qui sont le reste de ton troupeau, de l'ouest à l'est et du nord et du sud, de près ou de loin, apporter la paix de tous côtés. » Oui, et peu à peu, Ariel, au fil des siècles, les Juifs sont retournés vivre en terre d'Israël. Exactement. Au-delà de cette inspiration spirituelle, il y a eu aussi des Juifs, peu nombreux il est vrai, mais qui ont réussi à retourner s'installer dans cette terre d'Israël. C'est particulièrement marquant
après l'Inquisition espagnole de 1492 et l'expulsion des Juifs d'Espagne, et encore plus quelques années après, avec la conquête ottomane de la Palestine en 1516, qui rend possible l'installation de Juifs en terre d'Israël. Et alors, par exemple, à Safed devient un lieu absolument considérable de présence juive au XVIe siècle, marqué sur le plan économique par des ateliers de textile, par le commerce d'huile et d'épices. Et puis, c'est surtout un grand centre de halakha et de kabbale. Comment ne pas citer le Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo, les grands maîtres de la kabbale tels que le Hari ou Rabbi Chaim Vital, qui ont vécu à Safed et qui ont fait de cette ville un grand centre de judaïsme pendant un siècle, avant que la situation de la communauté de Safed périclite en raison notamment d'épidémies qui tuent de nombreux juifs. Et puis, il y a des communautés juives dans beaucoup d'autres villes, dans les villes historiques du peuple juif, principalement Jérusalem et Hebron. Et nous le voyons par un système extrêmement précis qui est celui de la Chalouka. En effet, les juifs de ces villes étaient extrêmement pauvres. Et ce sont les juifs de la diaspora qui, par le système de la Chalouka, venaient en aide à ces communautés en leur fournissant un soutien financier. Et donc tous les juifs de diaspora, en proie à de multiples malheurs, à de multiples difficultés, donnaient une partie de leur argent pour que les juifs de terre d'Israël puissent continuer à vivre. Et l'un des principaux exemples, c'est le Chida, Rabbi Chaim Yosef Chaim David Azoulay, qui était un rabbin né en 1724 à Jérusalem. Et alors qu'il n'a que 28 ans, le Chida entreprend un voyage en dehors de la terre d'Israël en tant que Shadar. Shadar, chez Shaliar des Rabbanan, c'est un émissaire qui est chargé justement d'aller en diaspora afin de recueillir des fonds pour permettre aux Juifs d'Eretz Israël de subvenir à leurs besoins. Et il va multiplier ses voyages comme des dizaines d'autres émissaires pour recueillir des fonds. Lui finira par s'installer à Livourne, en Italie, où il va finir sa vie, mais il a fait également un récit de voyage absolument passionnant où il raconte comment vivaient toutes ces communautés de diaspora à l'occasion de sa pérégrination en faveur de la terre d'Israël. Et pour refermer ce premier numéro, Ariel, eh bien, il était nécessaire de mettre fin à un double mythe. Oui, un double mythe, deux fausses affirmations que nous entendons régulièrement. Il est faux de dire que lorsque les premières aliyot sont arrivées au XIXe siècle en terre d'Israël, en Palestine, comme on l'appelait à l'époque, nous y reviendrons la semaine prochaine, il n'y avait pas d'habitants en Palestine. Il y avait des Arabes qui vivaient en Palestine, que l'on les appelle Palestiniens ou autre chose, cela n'a pas d'importance dans mon propos. Donc il y avait des habitants dans cette terre. Mais il est aussi totalement faux de dire qu'il n'y avait pas de Juifs. Il y avait des communautés juives peu importantes, sans commune mesure avec ce qui va se développer au XIXe et au XXe siècle, mais il y a toujours eu une présence juive en terre d'Israël depuis la destruction du Second Temple jusqu'au XIXe siècle. Merci Ariel Danan. Je rappelle que vous êtes directeur du département culturel et universitaire de l'Alliance israélite universelle. Et on se retrouvera la semaine prochaine pour le deuxième numéro de cette émission, Histoire du sionisme et de l'État d'Israël.